bonjour à tous, bienvenue sur la Télé des Sables. Alors, cette veille d'ouverture du village du Vendée Globe et avant tous les événements que nous allons avec Alex et Nathalie couvrir à droite à gauche dans les prochaines semaines pour vous au Sable d'Olonne, on se retrouve aujourd'hui enfin avec mademoiselle qui a passé son été on ne sait pas trop où. Mais vous étiez toutes les deux sur un bateau? Oui. On était sur des bateaux Sur des bateaux différents. Oui. Vous en Grèce et vous à Majorque. À Majorque, exactement. Alors, pendant que moi j'étais à Majorque, en effet, ces deux-là ont travaillé. D'abord, Alex, je parlais avec vous d'abord parce que j'ai été assez impressionnée de voir que vous avez pu obtenir une interview. Alors, c'était un peu facile, je ne vais pas vous mentir. En fait, le Conservatoire Marin-Marais a fait un très beau spectacle sur l'Odyssée de la mer et il y avait un récitant qui était Francis Huster. Il se trouve que Francis et moi, on se connaît depuis très longtemps. Ah, c'est vrai? Et du coup, on a passé les 2 jours ensemble, finalement, quand il ne répétait pas, parce qu'il devait quand même travailler. Et figurez-vous que... Alors, c'était juste un peu pour vous énerver, je dois l'admettre. Ça m'a énervé très fortement. J'ai voulu faire l'interview moi-même. J'ai obtenu très facilement, alors j'ai un peu fait chanter, j'ai dit, de toute façon, soit tu me donnes une interview, soit tu n'as pas mangé ce soir. Donc, et donc, j'ai obtenu une interview. Et donc on a une exclusivité pour la Télé des Sables. Merci Alex. Alors, je vous en prie. On va la regarder dans quelques instants. Mais avant, je vais d'abord saluer de manière un peu plus sérieuse votre retour parmi nous, Nathalie. D'autant plus que vous êtes ce week-end bien occupé au Prieuré Saint-Nicolas. Oui, il y a l'association des Arts des Sables qui expose au Prieuré, là, qui a commencé déjà depuis le 3 octobre et jusqu'à dimanche 13 au soir. Bon, moi j'étais pas là, j'ai pas pu assister au début, mais j'ai quelques-unes de mes toiles qui y sont. Et il y a surtout 14 autres artistes, peintres, sculpteurs et photographes. Et on y est jusqu'au 13 octobre. Voilà, vous êtes jusqu'à dimanche soir. Jusqu'à dimanche soir, voilà. Tout le week-end. Je suis là pour la fin, voilà, non-stop pour ce qui me concerne. Et cet après-midi, je me suis amusée, j'étais contente de les retrouver tous, et je me suis amusée à leur faire des petites interviews avec des petites questions insolites. On a bien rigolé. Voilà. Et puis voilà, donc... Allez, donc on va aller voir pour vous libérer parce que je sais que vous devez retourner au Prieuré Saint-Nicolas. Allons-y voir ce que vous avez fait. Oui, j'ai posé des petites questions insolites, on a rigolé. Voilà. Et on se retrouvera tout de suite après avec Alex et Francis Huster. Jean-Michel Pouzet, photographe-auteur. Si tu étais un stylo, j'écrirais des articles d'actualité et des articles surréalistes pour mes photographies. Lorsque tu sors de chez toi, où vas-tu? Je voyage beaucoup pour mettre en place mes expositions. Avec quel photographe aurais-tu aimé collaborer? Oh, j'aime particulièrement Franco Fontana, un photographe italien, et Man Ray, un photographe surréaliste. Eh bien, Étienne Loiseau, moi je suis tourneur, sculpteur sur bois, et voilà. Si tu étais un arbre? Ah, si j'étais un arbre, je serais un arbre fruitier, parce que je suis gourmand. Si tu devais voyager, quel moyen de transport choisirais-tu? Eh bien, ça, sur terre, je serais en vélo, mais sur mer, je prendrais un bateau à voile, sans moteur. Si tu étais un instrument de musique? Oh, ben, je prendrais un saxo ou une guitare, ça dépendrait. Je suis Emilienne L, artiste peintre. Si tu étais un film? Sur la route de Madison. Si tu étais une substance? Du carton. Si tu devais partir maintenant, où irais-tu? L'île de Ré. Je suis talibé, je suis artiste peintre. Si tu étais une couleur, Nathalie? Le jaune, comme le soleil. En dehors de ton atelier, que fais-tu? Je parcours le globe. Quel instrument aurais-tu aimé être? J'aurais adoré jouer du piano. Et de la batterie. Anne Tranchant, artiste peintre. Lorsque tu ne peins pas, que fais-tu? Alors quand je ne peins pas, je fais du vélo ou je fais de la danse. Sur une île déserte, qu'emportes-tu? Un roman historique. Si tu avais un don surnaturel? Je serais magicienne et je réinterpréterais le monde à ma façon, comme je le fais sur mes toiles. Eve B, artiste mosaïque autrement. Si tu étais une île? Je serais une île de Polynésie. Si tu étais un végétal? Je serais un olivier. Quel artiste aurais-tu aimé être? Évidemment Klimt. Bonjour, je m'appelle Thierry Novo, je peins à l'acrylique, peinture abstraite. Si tu devais choisir une musique pour accompagner tes créations, ce serait quoi? Toutes les musiques de Mark Hoffner. Si tu étais une couleur? Oh, le bleu, sans conteste.
Si tu pouvais emprunter la main d'un artiste célèbre, lequel? Eh bien, j'aimerais bien être guidé par Dali. Sando, je suis peintre, dessinateur, auteur de livres et marin dans l'âme. Si tu étais un auteur célèbre? Alors, ce serait Frédéric Dard ou Victor Hugo. Si tu étais un aventurier? Alors là, Bob Moran, ce serait pas mal, bon, c'est fiction ça, mais bon. Et puis, beaucoup d'autres, hein, parce que j'ai beaucoup d'idées. Si tu devais échanger ton talent artistique contre un super pouvoir, lequel choisirais-tu? Je serais Dieu. Je suis Zoé B, artiste peintre, spécialisée dans le portrait. Et la particularité de ma technique, de ma démarche artistique, c'est l'alliance entre le figuratif et le dripping. Si tes toiles pouvaient parler, que dirait-elle de toi? Elle dirait que je suis trop perfectionniste. Si tu devais peindre avec une couleur pour toujours, ce serait laquelle? Probablement le brun transparent. Si tu étais une musique? Ce serait un instrument, le handpan. Bonjour, je m'appelle Marielle Filodo, je suis artiste peintre-auteur. Si tu devais être une couleur? Ce serait le bleu. Préfères-tu peindre en écoutant de la musique classique ou du karaoké? Ni l'un ni l'autre, j'aime le silence. Si tu devais collaborer avec un artiste célèbre? Ce serait Pierre Soulages, mais dans le bleu. Voilà, à découvrir jusqu'à ce dimanche soir. Oui, au il est encore temps. Il est encore temps, en plus il fait beau. Et enfin, le grand moment, Monsieur Francis Huster. On regarde? On le regarde. Francis Huster, merci de nous recevoir à l'occasion d'une petite interview comme ça pour la télé des Sables. Oui. Francis, on ne va pas se mentir, on va se tutoyer, on se tutoie dans la vie. Donc mais non, mais qu'est-ce que c'est que ce blabla, bien sûr. Dis-moi, est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce qui t'a inspiré? Est-ce qu'il y a une personne en particulier qui t'a inspiré quand tu étais plus jeune pour t'amener à vivre cette vie de comédien? Qu'est-ce qui t'a emmené vers ce... En fait, j'étais élève à l'école Louvois. Tu sais, dans le quartier de l'Opéra, mon meilleur copain c'était Patrick Devers et notre professeur de français, M. Vernier, et on a été premier et deuxième. Et on devait choisir, on était juste avant la 6e, tu vois, et on devait choisir comme cadeau, offert par la mairie de Paris, soit d'aller voir un spectacle de la Comédie Française, soit d'aller au Châtelet voir Luis Mariano. Et bon, lui, il a choisi le Châtelet Luis Mariano, parce que la musique, machin. Et puis moi, bon, je suis à la Comédie Française. Et la Comédie Française, c'était donc une matinée classique au Théâtre de Paris, qui est à peu près à la Trinité, tu vois, pas loin de l'Opéra. Et j'arrive, et donc je donne mon papier de l'école Louvois, et montez, ça va commencer, dépêchez-vous. Et je monte donc au dernier, là-haut, tout en haut, ce qu'on appelle les enfants du paradis, au paradis. Et je suis comme ça, et tout d'un coup, le rideau s'ouvre, donc la salle est bourrée, c'est une matinée classique, de plein glissé et tout. Et je vois dans un nuage Jean Piat et Lise Delamarre, de ce grand sociétaire de la Comédie Française, dans un nuage avec un décor romain. Et en fait, lui, il joue Mercure, elle, la nuit. Et Mercure est donc chargé par le dieu Zeus, qui vient d'être l'amant de l'héroïne de la pièce, et de lui faire un enfant d'ailleurs, qui serait Hercule. Et donc, il est chargé de venir sur Terre et de se faire passer comme jumeau du valet du mari qui est en train de faire la guerre, Amphitryon, et de faire en sorte que, de faire en sorte que tout s'arrange dans cette pièce de Molière. Ça dure 5 minutes, et tout d'un coup arrive en scène, habillé en petite toge à la romaine, en valet, avec son bandeau, Robert Hirsch. C'est la première fois que je vais au théâtre. Je vois cet acteur, et j'ai l'impression de voir Charlie Chaplin. Hirsch était un des 10 plus grands acteurs du siècle, le Charlot français d'ailleurs, danseur, tout, enfin extraordinaire, des rôles sublimes. Ça dure 10 minutes, le monologue de Sosie qui parle avec sa lanterne. Et je me dis, mais c'est ce que je veux faire. Je veux faire ça. Or, j'étais normalement programmé pour être chirurgien. Et ça m'a tellement frappé ce qui se passait avec lui. J'avais vu des films de Charles en noir et blanc, que je me suis dit, on peut faire ça sur scène et tout. Voilà, ça a été le destin de ma vie. Et je sais que Charlie Chaplin a aussi beaucoup marqué Beaucoup marqué, parce que... Et tu as eu la chance de jouer avec sa fille. Oui, il y avait Charlie Chaplin dans les uns et les autres. Et si tu veux, il faut bien qu'on comprenne la chose suivante.
On croit toujours en France qu'un acteur, c'est quelqu'un qui est en fait un déclamateur. C'est-à-dire qu'il y a le texte, il y a le phrasé, il y a l'alexandrin qui a été inventé pour la respiration. Tu peux pas dire plus de 12 pieds, tu es obligé de respirer. Bon, Shakespeare, il n'y a pas 12 pieds, c'est pas du tout la même langue que la France. Donc, je me dis au fur et à mesure de mes études au cours Florent, au conservatoire, et après quand j'étais à la Comédie Française, chez Renaud Marot, qu'il y a deux sortes d'acteurs en France. Il y a ceux qui effectivement sont des déclamateurs, qui parlent quand c'est du Marivaux, une espèce de langue comme ça du 18e, qui parlent quand c'est Corneille, une langue du 17e, et qui donc déclament. D'ailleurs, le conservatoire s'est appelé pendant, mais tout le temps, conservatoire de déclamation et d'art dramatique. Et donc, ces acteurs-là, cette catégorie-là d'acteurs, interprètent des personnages. C'est-à-dire, tout d'un coup, tu te fais la tronche de Néron, le costume de Néron, tu parles comme tu penses que Néron devait parler, tout, et puis tout d'un coup, tu fais Agnès, tu parles comme Agnès va parler. Voilà leur métier, un peu comme des hockeyeurs, si tu veux, très figés. Je déteste ça. C'est une façon de jouer que tu ne vois qu'en France et qui fait que les jeunes se disent bon, attends, c'est blablabla. Et d'ailleurs, à l'Assemblée nationale, quand ils s'engueulent, ils disent on n'est pas théâtre ici. Je veux dire, c'est incroyable. Ce qui fait que tout le monde, dans votre famille, vous qui nous écoutez, je suis sûr et certain que pour les gens, c'est pas un métier. Je veux faire du théâtre. Oh, ben arrête, écoute, avant de faire l'acteur, trouve un métier. Parce que pour les gens, ils comprennent pas en quoi consiste ce métier. Le violoniste, on comprend que le métier, le solfège, l'art du violoniste, l'art de l'acteur, on a l'impression que c'est d'avoir de la mémoire. Quand les gens vont dans la loge, ils disent, bah dis donc, quelle mémoire tu as. Et puis voilà, et puis comme dans la vie, il faut bien comprendre, vous mentez tous. Dans la vie, on ment, on joue. Tu rentres dans un truc, tu es vraiment de mauvaise humeur, tu dis « Bonjour, ça va, merci beaucoup, tu vas pas commencer. » Donc tu joues dans la vie. Tout le monde est acteur. Donc celui qui est sur scène ou devant la caméra qui est acteur, bah, il est comme nous tous, quoi, dans la vie, il a de la mémoire, et puis c'est tout. C'est une catastrophe qui fait que jamais on a pensé en France que c'était un métier. Et en plus, jusqu'à la Révolution française, il faut que vous le sachiez, alors que c'est pas du tout dit à l'école, on jetait les acteurs à la fosse commune. Chrétiens, on les baptisait chrétiens toute leur vie à l'église, ils meurent à la fosse commune, dévorés par les chiens. La seule façon d'y échapper, c'était de dire avant de mourir, je renie mon métier de comédien. Ah bravo mon fils. Donc, c'est un métier qui est complètement mis à l'écart. Et la deuxième partie, d'où la réponse à ta question par rapport à Chaplin, c'est que la deuxième partie des acteurs, tout d'un coup, il y a eu une révolution, mais une vraie révolution, qui n'a existé qu'à partir du début du XXe siècle, c'est-à-dire que tout d'un coup, grâce à Lucien Guitry, grand comédien, sublime, l'Aiglon avec Sarah Bernhardt, des rôles sur le misanthrope et tout, il a révolutionné l'acteur. Et Charlie Chaplin venait voir Lucien Guitry à Paris, avant la guerre, fasciné par ce que faisait cet homme sur une scène. Stanislavski, le russe aussi, fasciné, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout bien, tout simplement, au lieu de déclamer, il a inventé le silence, où l'émotion passe, le regard, où il reçoit l'émotion des autres dans le regard qui le bouleverse. Votre mère est morte. T'as les yeux qui sont là, il pleure. Et il a donc amené à la place du texte le sentiment. Ce qui fait que le miracle, c'est que les gens dans la salle, le public, face aux déclamateurs, ils sont là, et c'est des virtuoses, ils sont là, ils les écoutent. Face aux acteurs de sentiment, ils jouent avec l'acteur. Et ce qui est extraordinaire, c'est que tu te prends à ce moment-là dans la salle pour Cyrano, pour Fed, pour Roxane, pour Alceste. Quand Charlie Chaplin comprend ça, on va le voir Sacha Guitry, et qui va tourner cinéma muet. Donc, il ne peut pas déclamer cinéma muet. Il va faire ce que fait Lucien Guitry. Donc, ça veut dire que tous les films de Charlie Chaplin, tu vois l'émotion l'envahir, tu vois la rage tout d'un coup, il invente le jeu de l'acteur.
Et donc il révolutionne, parce que dans le monde entier, les enfants de 6 ans, de 8 ans, toutes les grandes personnes, quand ils voient un film de Chaplin, ils pleurent avec lui, ils souffrent avec lui, ils sont en colère avec lui, ils rient avec lui. Et le cinéma devient alors la nourriture numéro 1 pour le monde entier, parce que quand tu vas voir un film, tu ressors, tu te prends pour le héros, tu détestes le méchant, tu as tout ressenti. Tu peux plus t'en empêcher, ça devient une drogue. Et le théâtre à 80% va continuer pendant un siècle à faire des déclamateurs et du public qui est là et qui a l'air en plus que nous on sait écouter, nous tu comprends, on sait ce que c'est que le théâtre. Alors les jeunes n'osent pas venir au théâtre. D'abord le prix des places, d'abord faut s'habiller, quand tu vas, tu sors, etc. Et il y a 2 hommes qui vont faire une révolution. Louis Jouvet, Jean Vilar et Jean-Louis Barrault, qui lui va faire la révolution de la troupe, où tout d'un coup il va retrouver cette idée qu'une troupe est comme un orchestre et que tout le monde, grand rôle ou petit rôle, doit être justement retouché par le public. Des fois tu te passionnes pour quelqu'un qui a une scène. Voilà. C'est une révolution totale et ce qui est incroyable, c'est que ça dure encore. Alors, ce qui est amusant, je te coupe, excuse-moi, mais là, tu parles des acteurs de théâtre. Je sais qu'il y a des comédiens que tu as bien connus, Marlon Brando, par exemple, qui trouvait, lui, son inspiration dans Rému. Oui. Il disait, lui, quand il est Rému, il est boulanger, c'est un vrai boulanger. Quand il est Marseillais, c'est un vrai Marseillais. Et alors, lui, il avait cette fascination pour Rému, qui est un acteur français, lui, américain. Et toi, tu avais la même fascination pour un acteur américain. Oui. J'avais la même fascination. Qui était Brando, et pour l'anglais, Laurence Olivier. Pourquoi Brando? Parce que, regardez bien, tous les films, à part Charlie Chaplin, les acteurs ont les yeux comme ça. Ils baissent jamais le regard. Même en 1930, les films parlants et tout, jamais tu vois l'acteur baisser le regard. Et puis, il dit sa phrase et rien ne se passe. Et puis, il dit sa phrase et rien ne se passe. Et le montage, comme rien ne se passe pendant une fois qu'il a dit la phrase, eh bien, on ne montre que le moment où il parle. Alors, tu vois le gars parler, tu vois la fille parler, tu vois le gars parler, tu vois la fille parler. Et tu respires enfin quand tout d'un coup, tu vois le gars dans le western, sur un cheval, le paysage, t'es là, tu ressors, il rentre dans le salon, il se bagarre, et ça recommence. Tu vois le gars parler, tu vois le gars parler. Ce qui est absolument extraordinaire avec Brando, c'est que n'étant pas un acteur normal quand il est très jeune, et ayant une personnalité folle, il commence par baisser la tête, il commence par regarder à gauche, il commence par parler vers le bas, il commence par voilà, il dit tout d'un coup quelque chose et puis il se tait, et tout d'un coup on a un être vivant qui va devenir le plus célèbre du monde. Et Laurence Olivier, pourquoi? Car il a réussi le miracle inouï en Angleterre et donc aux États-Unis et pas en France, vous allez comprendre pourquoi, de prendre des pièces de théâtre et d'en faire des films. Donc il a révolutionné Shakespeare, où tout d'un coup, tu voyais bien toutes les actions de Roméo et Juliette, même avec DiCaprio, même, je veux dire, tout le temps, toutes les pièces de Shakespeare, on les tourne en moderne, on les tourne en costume et tout, et les acteurs jouent être ou pas être. La question. Et tu es fasciné de te dire tout d'un coup, ah bon, mais alors les pièces de théâtre, ça peut être comme naturel et tout. Ils ont révolutionné. Eh bien, tenez-vous bien, la France ne l'a pas fait. Et donc, toutes les pièces de Molière, il n'y a pas eu un chef-d'œuvre avec des pièces de Molière où les acteurs, au lieu de déclamer, vivaient. C'était comme un scénario de film. Non. Et quand tu dis à des producteurs, on va faire l'école des femmes. L'école des femmes, je vais dire ça. On va faire le Malade imaginaire en film. C'est du théâtre. Voilà. Donc, moi, je m'adresse vraiment à tous ceux qui nous écoutent, qui sont jeunes, qui ont 20 ans, des jeunes producteurs, des jeunes acteurs et tout. Mais révolutionnez. Prenez les plus belles pièces de théâtre et faites-en des films. Et c'est la seule façon pour que, comme aux États-Unis ou en Angleterre, on ait un nouveau regard sur le théâtre. Donc tu viens de me voler ma dernière question. Ah, mais c'était quoi? Ma dernière question, c'est quel est le conseil de Francis Huster pour des jeunes comédiens qui voudraient se lancer, qui voudraient débuter une carrière? On sait, bien évidemment, que beaucoup en rêvent, beaucoup pensent qu'ils vont pouvoir tenir dans la durée. On sait combien c'est difficile.
Alors voilà, je vais te dire, je pense, le parcours aujourd'hui. Moi, j'ai fait le parcours, la Comédie Française, la troupe, Renaud Barrault, puis tout d'un coup, j'ai quitté la Comédie Française après des années, et puis Renaud Barrault, et pour faire du one-man show. Ça servira aussi pour... C'est-à-dire que je prenais des textes littéraires sublimes de Diderot, de Shakespeare, de Giraudoux, de Zweig, etc. Et je les adaptais, ces textes, qui n'étaient pas des pièces de théâtre, pour être sur scène pendant 1h30. Alors qu'à mon époque, c'était Raymond DeVos, Fernand Reynaud, des sketchs. Mais alors, bien. Bon, ça a été tellement extraordinaire comme résultat que, voilà, en France, toute une série pendant 10 ans, 15 ans d'acteurs qui, à partir de textes littéraires, seuls ou à deux, font et les gens sont émerveillés. À partir de ce moment-là, des jeunes de 18 ans, de 15 ans, de 20 ans, qui voulaient faire ce métier, ils ont écrit leurs propres textes. Ils avaient peur de se dire « Oh, j'y arriverai pas, les textes littéraires. » Donc, ils ont écrit leurs propres textes. Et donc, sont arrivés des one-man shows, des one-woman shows, du Jamel Debbouze est merveilleux, enfin, Gad Elmaleh, Dan Gould, etc., Florence Foresti, le Mercier, tout le monde. Et donc, ça veut dire que c'est extraordinaire parce que les one-man shows, tu écris toi-même ce que tu as à l'intérieur, tu le dis, tu le vis, même si tu fais plein de rôles, machin, et je suis été au boulanger, alors que tu fais là, mais quoi, comment, qu'est-ce que je fais là? Donc, tu vois la vraie personnalité, là voilà la vraie personnalité. Eh bien, l'extraordinaire maintenant, c'est que je supplie, et je l'ai dit par exemple à Kev Adams, de faire Sganarelle de Don Juan, à Jamel de faire Sganarelle de Don Juan. Je supplie ceux qui font des one-man shows et des one-woman shows avec leur personnalité, qui est donc évidente sur scène, de venir, de prendre la pièce de théâtre et de mettre leur personnalité dans la pièce. Je veux dire, Jamel Debbouze ou Kev Adams, ils ont chacun une personnalité différente. S'ils jouent Sganarelle de Don Juan, le valet de Don Juan, qui a un rôle sublime, et ben, Kev Adams, il va le jouer d'une certaine façon avec Kev Adams. Et puis, Jamel Debbouze, il va le jouer d'une certaine façon à Jamel Debbouze. Donc, si tu veux, voilà comment l'avenir peut leur appartenir. D'accord. Il faut absolument qu'ils aient le courage de faire ça. Il ne faut pas avoir peur. Tu es là, tu trouves des copains, tu répètes la pièce, il y en a 6 rôles, 8 rôles, machin, puis tu te lances. Tu le fais dans un festival, et les gens disent, il est extraordinaire le mec là qui joue, qui sait le mec. C'est Kev Adams. C'est Jamel Debbouze. Tu déconnes. Il sait jouer. Voilà exactement la réflexion que disent les Français. C'est-à-dire que quand tu es un acteur et que tu déclames et tout, alors tu es un acteur, tu comprends. Et quand tu fais du one-man show, moi aussi je peux faire du one-man show. Vas-y, fais-le le one-man show. Donc, ce qu'il faut qu'on comprenne, et pour finir sur la question que tu promets, hein, tu regardes la caméra et tu dis si tu avais pensé à ça. Pour quelle raison un acteur donc de one-man show, quand il fait son spectacle, pour quelle raison c'est vraiment un acteur, c'est vraiment une actrice? Je vais vous donner la réponse. Il n'écoute pas, il s'est bouché les oreilles, voilà, c'est dit la même. Mais tout simplement parce qu'il est obligé de recommencer chaque soir. Je veux dire, tu peux dans un repas te lever, et puis blabla, alors voilà, machin. Alors attends, j'ai une blague absolument extraordinaire. C'est un mec, il est dans un bar belge. Il est là, tu viens, une autre, mais non, ça va, écoutez, monsieur de Groot, vous savez, tout le monde, une autre, arrête, drink, allô, ouais, monsieur de Groot, il est là, monsieur de Groot, au bar, oui, je vous le passe, c'est pour vous, monsieur de Groot, allô, non, oh non, ben merci, monsieur. Qu'est-ce qui se passe, monsieur de Groot? Mon père est mort. Oh, monsieur de Groot. Oh, tenez, prenez ça, monsieur de Groot. Dring. Allô? Oui? Monsieur de Groot, il est là, oui? Oui, je vous le passe. Oui, c'est de ces... Ah, c'est votre frère, monsieur de Groot. Tenez. Allô? Non. Non. Oh non, oh non, non, oh non. Qu'est-ce qui se passe, monsieur de Groot? Lui aussi, son père est mort. donc, si tu veux, ce que j'ai dit que tu peux raconter une blague quand tu veux, mais tous les soirs, refaire, tous les soirs recommencer la pièce,
Ça, c'est un métier. Et donc, c'est pour ça que j'ai énormément de respect pour ceux qui font du one-man show, du one-woman show, et j'espère que dans les 10 ans à venir, ils vont révolutionner le théâtre. Alors Francis, t'es au Saptodone, ça fait quelques jours, 2 jours exactement qu'on est ensemble, vous connaissez déjà la ville, on est allé se promener le long des Champs-Élysées de la mer, là où dans 1 mois et demi, ils vont s'élancer 40 navigateurs pour conquérir l'Everest des mers, le Vendée Globe, 40 héros. Ils risquent leur vie. Tout à fait. C'est pas un voyage comme ça et tout. Hein. Et quelle est la vision justement d'un homme de spectacle, de théâtre, d'un comédien comme toi, qui est connu internationalement, qui est reconnu? Oui. Quelle est la vision devant ces 40 personnes qui, eux, sont inconnus et engagent leur vie, parce qu'ils risquent leur vie pendant près de 3 mois, plus de 3 mois pour certains, pour essayer de conquérir un titre? Si j'étais en face de l'un de ces héros ou de ces héroïnes, je lui dirais uniquement la chose suivante. Tu te fais tatouer sur le bras, c'est contre moi que je me bats. Pendant toute la traversée, c'est contre lui-même qu'il va se battre. Est-ce qu'il va céder à la peur? Est-ce qu'il va céder à la rage? Est-ce qu'il va céder à la maladie? Francis, tu es au SAM, on est ensemble depuis 2 jours. Hier, on a visité un peu la ville, je t'ai présenté une des plus belles baies du monde. On est allé voir les Champs-Élysées de la mer, là où vont s'élancer 40 skippers pour se battre pour un titre pour le Vendée Globe d'ici le 10 novembre. Quelle est ta vision, ta perception de ces aventuriers de l'extrême? Moi, je pense que ce sont des héros, puisqu'ils risquent leur vie, on est bien d'accord. Tout à fait. C'est pas une croisière, mais si j'en avais comme ça, s'ils étaient en face de moi, je leur dirais de se tatouer sur le bras, c'est contre toi que tu te bats, pas contre la mer. Se battre contre l'océan, c'est ce qui nous arrive toute notre vie. C'est l'océan des âmes qu'on rencontre, et tu te bats contre eux, ceux que tu détestes, ceux que tu adores, etc. Tout. Mais la façon dont tu te conduis dans la vie, où tout peut arriver, comme sur l'océan, sur l'océan de ta vie, tu te bats contre toi-même. C'est-à-dire, tu te dis, ça, je peux le faire. Oh, ça, non, ça. Et tu viens de rater l'occasion de ta vie et tu t'embarques dans un truc nul. Tu te dis, j'ai mal, j'en ai marre, j'ai pas de bol. Ou alors tu te dis, j'en ai rien à foutre, ça va passer. Et ce combat-là, sur la mer, c'est contre lui-même qui va se battre. C'est-à-dire de se dire tout d'un coup, arrête tes conneries d'avoir peur comme ça. Ou alors il va se dire, la peur c'est génial, ça va me faire découvrir exactement que je peux m'en sortir que comme ça, au lieu d'être sûr de, ouais, je fais là, et de toute façon je fais ça, et de toute façon je... Voilà, c'est sublime comme traversée. Moi j'ai toujours été fasciné de tous les plus grandes légendes, si tu veux, que j'ai croisées dans ma vie, que j'ai dirigées, ou que j'ai joué avec elles, etc. Toutes ces mythes, si tu veux, je me suis toujours dit, quelle chance ils ont. Arrête tes conneries, c'est pas de la chance, c'est la chose la plus extraordinaire que tu as. Tu respires, comment? Sans un plat, et ben tu dois respirer ce que sent ton âme. C'est pas des mots, hein. Ce que c'est. Et tu as toujours le réflexe que dès l'instant où quelque chose se passe, ton âme elle réagit. Si tu sais vraiment respirer ça, tu es invincible. Si tu sais pas, si tu dis faut-moi la paix, je te dis. Bon, tu vas te planter toute ta vie. Francis, merci pour ces quelques instants que tu as bien voulu nous accorder. Et puis, on va aller manger, je sais que tu adores ça. Bon, alors c'était extraordinaire où on a été hier. Oui, mais là je vais couper, on va pas faire de pub. Non, mais c'est pas de pub, alors je vais vous expliquer là. Alors, je sais que je vais retrouver en plateau Aïda et Nathalie qui vont être folles de jalousie, parce que j'ai passé un long moment avec toi.
Et puis voilà, écoute, merci et à très bientôt. À très vite. Voilà, c'est la fin de ce rapide mag du mois d'octobre. On va se retrouver de toute façon, je pense, quasiment toutes les semaines jusqu'au départ du Vendée Globe. Vous serez là pour nous faire un petit agenda, Alex? Bien évidemment. Est-ce que vous avez noté, mesdames, l'ouverture du village du Vendée Globe le 19 octobre, avec pas mal d'animations qui auront lieu. La visite possible du Vendée-Cœur, du bateau Vendée-Cœur, pardon, de l'IMOCA Vendée-Cœur. Vous allez pouvoir rentrer à l'intérieur et découvrir l'univers assez spartiate, il faut le dire. On a toujours l'impression que c'est très luxueux, mais c'est très spartiate. Donc on aura l'occasion d'aller visiter le bateau. Et puis, la possibilité également de pouvoir faire des sorties en mer sur le Tiwanwan. Est-ce que vous savez ce qu'est le Tiwanwan? Of course. Of course. Allez, Aïda, vas-y. Le Tiwanwan est le premier bateau qui a gagné le Vendée Globe en 1990. 90, départ 89. Skippé par Titouan Lamazou. Qu'est-ce que je gagne maintenant? J'adore Titouan Lamazou. Donc voilà, donc T pour Titouan, One pour le premier Vendée Globe et One parce qu'il est arrivé premier. Ah d'accord. T11. Et est-ce que quelqu'un peut me redire cette histoire de billets qu'il faut prendre maintenant pour aller... Oui, alors c'est juste, en fait, il faut pas vous tracasser avec ça, il faut juste s'enregistrer en ligne pour pouvoir avoir un billet et entrer. On peut le faire une demi-heure avant. Vous savez qu'on est en contraint avec Vigipirate et donc la société organisatrice a préféré avoir la possibilité finalement de pouvoir couper si les inscriptions ont été explosées. Mais ça s'est jamais. La jauge est tellement énorme que ça s'est jamais présenté. Mais c'est juste une question de sécurité. Néanmoins, il faut le faire. Si on ne fait pas, on ne rentre pas. Et apparemment, en fait, il ne faut pas imprimer de papier ni rien du tout. Sur le téléphone. Il vous donne un QR code et vous présentez le QR code sur le téléphone. Donc on se revoit de toute façon très régulièrement sur le Vendée Globe. On va se revoir. On ne se quitte pas là, c'était trop long là. Dès la semaine prochaine, merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas de nous dire en commentaire ce que vous aimeriez voir sur la télé des sables, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas dans ce qu'on fait. Et si vous voulez nous soutenir, vous vous rappelez, il faut liker, il faut partager. Et il faut mettre des commentaires. À la semaine prochaine. Bye bye. Tac, fait. Tschüss.